Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer comment remplir une demande d'aide au logement. C'est parti. Alors comme dans tous les dossiers, on commence toujours par l'état civil, donc le nom de famille que vous mettez ici, c'est le nom de jeune fille pour les dames qui sont mariées, donc vous mettrez votre nom de jeune fille ici, votre nom donc d'épouse ici, donc les messieurs vous mettrez votre nom tout court ici, votre prénom, votre date de naissance, vous la mettez ici. Ici, vous mettez votre numéro d'allocataire de la CAF. Alors, le numéro d'allocataire de la CAF, vous l'avez dans tous vos courriers de la CAF en haut à gauche, si vous avez déjà une prestation. Si vous n'avez pas de prestation, si c'est votre première demande auprès de la CAF, eh bien, vous mettez rien. Donc, la CAF va automatiquement vous attribuer un numéro. Si par contre, vous avez déjà eu un numéro il y a très longtemps dans un département, sachez que le numéro, vous le gardez à vie. Donc si jamais vous avez déménagé de département, que vous avez eu un autre numéro dans un autre département, vous revenez dans un département, vous aurez le même numéro. Si par contre, à un moment donné dans votre vie, vous avez eu des prestations CAF et que pour X raisons, vous n'avez plus rien de la CAF, sachez que si vous redéposez une demande d'aide au logement, vous avez le même numéro. Donc vous le remettez ici si vous le retrouvez. Pareil, si vous ne le retrouvez pas, c'est pas grave. La CAF va vous retrouver avec votre nom et votre prénom. Voilà. Donc là, vous mettez votre numéro de sécurité sociale entièrement. Numéro de sécurité sociale, vous le trouvez sur votre carte vitale. Ici, donc, vous mettez l'adresse pour laquelle vous demandez l'aide au logement. Donc, en fait, c'est le nouveau logement pour lequel vous demandez l'aide au logement de la CAF. Donc, vous mettez numéro de la rue, type de la voie, boulevard, rue, vous mettez le nom ici. Donc, mettons, on va dire le 7 boulevard. Marqué ici, je sais pas, Pierre Delmas, allez. Hop. Nom de la rue. Le code postal. La ville. Et ici, votre numéro de téléphone. Donc, le portable, vous mettez ici 06 ou 07, peu importe. L'adresse mail, si vous avez une adresse mail que vous consultez régulièrement, vous la mettez. Pourquoi? Parce que la CAF risque de vous contacter par mail. Donc, si vous mettez une adresse mail que vous n'utilisez jamais, ça ne sert à rien. Ensuite, depuis quelle date résidez-vous à cette adresse? Donc là, vous mettez la date d'entrée dans les lieux. Donc, en fait, c'est la date du bail. Voilà. Donc, la date d'entrée, c'est la date du bail. Même si, admettons que le bail, vous l'avez signé le 1er avril, d'accord, 2018, mais que vous avez déménagé le 18, vous mettez pas le 18, vous mettez le 1er avril. C'est la date du bail, d'accord? Quand est-ce que vous êtes rentré réellement, on s'en fout. C'est ce qui compte, c'est la date du bail. Ensuite, ce logement est-il votre résidence principale? Bon, oui, si vous y habitez. Non, si c'est votre résidence secondaire. Mais bon, normalement, c'est pas très fréquent. Hein, c'est plus la résidence principale. Donc là, vous mettez oui. Ensuite, est-ce que vous êtes là, cette partie-là, ça ne concerne uniquement que les étudiants. Donc si vous êtes étudiant, vous mettez oui si vous avez une bourse. Le nom de l'organisme, donc par exemple le Crous. Mettons, on va dire oui, Crous. Et depuis quand? Depuis quelle date vous avez la bourse? Et là, ce sont les mêmes questions, mais pour votre conjoint. Si au moment de la demande, vous êtes en couple, vous avez un conjoint, vous répondez aux mêmes questions. Est-ce qu'il a une bourse et quel organisme lui verse la bourse, et depuis quand? Voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas étudiant, vous mettez non et vous passez à la suite. Ok? Donc ensuite, assumez-vous des frais supplémentaires pour l'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles? Si par exemple, vous êtes amené à être en déplacement pour des raisons professionnelles et vous louez un deuxième logement. Là, ça vous concerne. Bon, étant donné que ce n'est pas les cas les plus fréquents, je vais marquer non, d'accord? Si par contre ça vous concerne et que vous voulez avoir des éléments un peu plus précis par rapport à votre situation, vous me laissez un commentaire en bas de la vidéo et je vous répondrai, d'accord? Donc on va faire comme si vous n'avez pas de frais supplémentaires par rapport à un deuxième logement, non, et on passe à la suite. Donc là, si vous êtes locataire ou résident d'un foyer. Alors, quand on dit foyer, c'est soit maison de retraite, résidence universitaire, résidence autonomie, voilà. Quand vous êtes dans une structure d'hébergement, en fait. Donc, c'est ça, le foyer. Alors, résidez-vous en foyer, maison de retraite, c'est universel, oui ou non? Vous répondez à la question. Est-ce que vous résidez seul ou est-ce que vous aidez financièrement votre famille? Vous mettez pareil, oui ou non. Et donc, là, si vous avez mis oui, vous passez directement à la suite. Donc ça, vous ne remplissez pas.
Si par contre vous avez mis non et non, donc si vous n'êtes pas en résidence autonomie, si vous n'êtes pas en maison de retraite, si vous n'êtes pas en foyer, en résidence universitaire, et que vous êtes tout simplement locataire, donc comme c'est le cas majoritairement, donc vous mettez oui, et vous passez à la suite. Donc êtes-vous locataire? On va marquer oui. Avez-vous un lien de parenté avec votre propriétaire? D'accord? Est-ce que c'est votre père, votre mère, votre grand-père? Est-ce que c'est votre oncle, votre tante? Si vous avez un lien de parenté, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non et vous passez à la suite. Alors, je voulais juste vous préciser que vous ne pouvez pas avoir d'aide au logement si vous louez votre logement à vos ascendants, donc père, mère, grand-père, ou descendants, fils, petit-fils, voilà. Collatéraux, c'est bon, frère, sœur, cousin, cousine, tante, ça c'est bon. C'est pour ça qu'on vous demande si vous avez un lien de parenté avec votre famille. Et précisez lequel, parce que si c'est, comme je vous dis, un descendant, ascendant, pas d'aide au logement. Si vous avez un lien de parenté, on vous demande avec votre propriétaire qui est-ce, hein, votre fils, petit-fils. Si vous êtes propriétaire vous-même en partie avec l'autre propriétaire, on vous demande de mettre le pourcentage pour lequel vous êtes propriétaire, c'est à 50%, la moitié ou pas. Ensuite, est-ce que vous êtes logé par votre employeur? Mettez oui ou non. Est-ce que vous mettez en sous-location une partie de votre logement? Parce que par exemple, vous êtes propriétaire d'un logement, enfin vous êtes locataire d'un logement et vous sous-louez un étudiant. Donc vous mettez oui ou non. Si c'est oui, vous mettez la surface sous-louée. Ensuite, est-ce que votre logement comprend une ou plusieurs pièces à usage professionnel? Si par exemple vous travaillez à domicile et que vous avez un bureau chez vous, vous mettez oui et vous mettez la surface totale. Si c'est non, vous mettez non et vous passez à la suite. Alors ensuite, la page suivante concerne les propriétaires. Donc, si vous avez emprunté pour acheter ou faire construire, vous mettez oui. Si c'est non, voilà. Déjà, si vous n'êtes pas propriétaire, là, vous barrez tout ça et vous signez quand même. Anti, mettons. Hop. Vous mettez la date, d'accord? Et vous signez. Même si vous n'êtes pas propriétaire, vous barrez et vous signez. En revanche, si vous êtes propriétaire, vous devez remplir tout ça. Donc, est-ce que vous avez emprunté pour acheter? Est-ce que vous avez pris un crédit pour acheter ou pour faire construire? Vous mettez oui, si c'est le cas. Avez-vous emprunté pour réaliser des travaux d'augmentation de la surface habitable? Vous mettez oui ou non. Est-ce que vous avez emprunté pour réaliser des travaux d'amélioration de votre logement? D'accord? Mais quand on dit travaux d'amélioration, c'est pas le papier peint, la moquette, hein. C'est des gros travaux, d'accord? Vous mettez oui ou non. Donc si c'est oui, vous mettez la nature des travaux. Est-ce que vous êtes autre cas, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une des situations ici, vous précisez votre situation exacte et vous mettez ici par exemple le viager, rachat, voilà, vous mettez ici votre situation exacte. La surface totale du logement, donc normalement quand vous avez acheté, sur le document du notaire, il y est écrit la surface du logement, vous la reportez ici. Est-ce que vous mettez en location une partie de votre logement? Oui. Si c'est oui, depuis quelle date? Si c'est non, vous passez à la suite. Votre logement comprend-il une à plusieurs pièces à usage professionnel? Pareil, vous mettez oui ou vous mettez non. Donc si vous mettez oui, vous mettez la surface de votre bureau, d'accord? Ensuite, êtes-vous co-emprunteur avec une personne autre que votre conjoint? Si vous avez emprunté avec votre enfant, votre tonte, oncle, votre chien, votre chat, je sais pas, ça marche pas. C'est autre que votre concubin. Donc si c'est avec votre concubin, vous mettez non. Si c'est autre personne, vous mettez oui. Alors, est-ce que le logement répond aux caractéristiques de décence? Donc là, vous avez toutes les caractéristiques. Si votre logement n'est pas décent, s'il ne répond pas à ces critères-là minimum, vous n'aurez pas d'aide au logement non plus. En revanche, si donc vous mettez oui, s'il est décent. Donc quand on dit décent, il ne faut pas qu'il y ait d'arrêté d'insalubrité, il ne faut pas que la station de chauffage soit insuffisante et en danger. Voilà, vous avez tous les critères ici, donc je vous laisserai les lire. Mais si s'il est décent, il n'y a pas de souci, vous mettez le logement répond-il aux critères? Oui, et vous signez, vous datez, vous signez. Donc là, on a terminé. Mais elle n'est pas tout à fait terminée, je vais vous dire pourquoi. Parce que la suite, en fait, donc ce document-là, vous devez le faire remplir par votre propriétaire ou par l'agence ou par le bailleur, voilà, quel qu'il soit, il faut que vous le fassiez remplir. Donc, je vous explique. Alors, petite précision parce que c'est déjà arrivé, si vous le remplissez vous-même et que vous signez à la place du propriétaire, ça va pas. Il faut vraiment que ce soit le propriétaire ou le bailleur ou l'agence qui le remplisse et qui le signe, d'accord? Donc là, c'est uniquement le propriétaire, ok? On met de côté. Ensuite, cette attestation-là,
c'est pour tout ce qui est, si vous êtes en structure d'hébergement, donc en maison de retraite, en résidence autonomie, en résidence universitaire, quand vous êtes hébergé en structure d'hébergement, quand vous êtes logé en structure d'hébergement, pardon, vous faites remplir ce document-là, d'accord? Et pareil, voilà, il faut que ça soit signé, tout ça. Alors ensuite, tout en bas de cette page-là, donc en dessous de l'attestation de résidence en foyer, tout en bas, vous la remplissez si vous voulez que l'aide au logement soit versée à votre propriétaire et que vous ne payez que la différence. D'accord? Donc vous remplissez ce document-là. Sachez que pour certaines situations, comme par exemple les logements sociaux, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que l'aide au logement est forcément virée au bailleur et vous payez la différence. Mais quand c'est un privé, vous pouvez choisir, donc soit à vous directement et vous payez le loyer total, ou alors c'est versé au bailleur et vous payez la différence. Alors ensuite, sachez que quand vous faites une demande d'aide au logement, vous devez aussi remplir avec la déclaration de situation. Donc c'est un autre dossier, mais qui va aussi avec, que vous devez remplir, qui reprend un petit peu aussi la même chose au début. Donc vous allez avoir l'impression de remplir la même chose, mais vous êtes obligé de le faire, d'accord? Alors, donc, la première partie, ça vous concerne vous, la locataire, qui demandez l'aide au logement, et ça concerne votre conjoint quand vous vivez en couple. D'accord? Donc pareil, hein, toujours les débuts des dossiers, c'est toujours l'état civil, ça ne change pas. Donc madame, monsieur, le nom de famille de naissance, le nom d'usage, le nom courant, le prénom, la date de naissance, la ville de naissance, le département. Département, quand vous êtes né à l'étranger, vous mettez 99 et vous mettez le pays, d'accord? Ensuite, votre nationalité, français, Union européenne, autre, d'accord? Votre numéro de sécurité sociale. Et la date d'entrée en France si vous résidiez à l'étranger, que vous êtes arrivé en France plus tard. Donc là, vous mettez la date d'entrée en France. Ici, c'est exactement la même chose, mais concernant votre conjoint. Ensuite, si vous êtes inscrit à la CAF, donc ici, on va vous demander de mettre, par exemple, la CAF au cours des 2 dernières années, CAF, par exemple, des Alpes-Maritimes, et vous mettez votre numéro de dossier, numéro d'allocataire. Pareil, c'est soit la CAF, soit la MSA. La MSA, c'est pour ceux qui travaillent dans le secteur agricole. Donc, pareil, vous mettez votre numéro de dossier, et si c'est la CAF, vous mettez votre numéro de CAF, et la même chose pour votre conjoint. Ensuite, vous mettez votre adresse. Alors, quand on dit votre adresse, c'est l'adresse pour le nouveau logement, d'accord? Donc, vous mettez l'adresse complète, le code postal, la commune, le pays, votre numéro de téléphone portable, l'adresse mail si vous l'utilisez et que vous êtes joignable avec. Je vous dis ça parce que il y en a beaucoup qui mettent une adresse mail qui ne consultent quasiment jamais. Et le problème, c'est que si la CAF vous réclame des documents par le biais de cette adresse mail-là et que vous ne répondez pas, du coup, vous allez attendre longtemps votre aide au logement, la réponse. Voilà. Donc, vous la mettez que si vraiment vous la consultez régulièrement. Donc, depuis quelle date résidez-vous à cette adresse? Donc là, j'insiste, c'est la date du bail, d'accord? Et non pas la date où vous avez vraiment emménagé. C'est la date du bail que vous mettez ici. Et combien de personnes vivent à votre domicile? Donc, c'est le nombre de personnes totales, vous y compris votre conjoint. Si vous êtes une famille de 5, vous mettez, 3 enfants et 2 parents, vous mettez 5 personnes. Vous comptez tout le monde. Ensuite, donc si vous vivez en couple et que votre conjoint concubin réside à l'étranger, vous mettez le pays et depuis quelle date il réside à l'étranger. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui vivent en France et leur épouse sont à l'étranger. Donc là, vous le mettez ici. Pareil, si vous voyez que vous avez un cas particulier pour lequel la vidéo, je n'ai pas répondu à la question, vous me laissez en bas de la vidéo, vous me posez la question, je vous répondrai sans problème. J'ai aussi mon adresse mail si vous voulez, si vous avez une question un peu plus discrète, on voulez être un peu plus discret, vous pouvez me poser la question par mon adresse mail. Et je rappelle aussi juste que j'ai le groupe, j'ai un groupe Facebook Entraide Administrative 06, je vous remets le lien, où vous pouvez adhérer. Et ça vous permet effectivement de répondre à d'autres questions, d'autres problématiques administratives que la demande d'aide au logement. Mais bon, voilà, vous pouvez aussi adhérer au groupe, ça nous fera plaisir. À la fin, ça concerne votre situation maritale, vos enfants, tout ça. Donc, si vous vivez en couple, vous allez remplir cette première partie-là. Donc, si vous êtes marié, et là, vous mettez la date. Si vous êtes marié, depuis quand? Si vous vivez en couple sans être marié, vous mettez depuis quand vous vivez ensemble. Là, ça concerne si vous êtes seul. Donc, quand on dit seul, si vous êtes célibataire. Bon, si vous êtes un célibataire endurci, vous ne mettez pas la date, vous mettez juste célibataire. Bon, c'est pas la peine qu'on sache que vous êtes célibataire depuis des années, voire depuis toujours. Bref, ensuite, vous mettez si vous êtes séparé. Depuis quand? Si vous êtes veuve, depuis quand? Alors après, si vous êtes parents séparés, donc si l'autre parent d'un de vos enfants
Et dans l'une des situations suivantes, vous cochez la case qui correspond. C'est-à-dire que si l'autre parent réside dans un des États de l'Union européenne, vous cochez cette case-là. S'il travaille pour un employeur dont le siège est situé dans l'un de ces pays européens, vous mettez ici. Et s'il perçoit une pension, donc retraite, invalidité, maladie, etc., vous cochez la case ici. Est-ce qu'il y a une pension alimentaire fixée par un jugement? Vous mettez oui si c'est le cas, sinon vous mettez non. Et là, vous allez remplir la date de naissance et l'identité de vos enfants à charge. Donc, vous mettez enfant ou personne qui vit avec vous, qui est à charge aussi. Hein. Si vous avez un parent qui est à votre charge, qui vit avec vous le mettez aussi. Ensuite, cette case-là, ça vous concerne si vous êtes âgé de moins de 25 ans, ou votre conjoint âgé de moins de 25 ans, vous remplissez cette partie-là. Alors pourquoi? Parce que si vous êtes âgé de moins de 25 ans, il se peut que vos parents perçoivent une allocation pour vous. Donc sachez que la CAF doit le savoir, donc il faut que vous remplissiez cette partie-là. Si jamais ça vous concerne et que vous voulez que je vous aide à le remplir, vous me laissez un commentaire. Mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. En général, s'ils ont pris leur envol, en général, ils ne sont plus vraiment à la recherche des parents. Donc la CAF ne la verse plus d'allocation. Mais si ça vous concerne, voilà, vous mettez oui, et puis vous mettez le prénom, le nom, le code postal des parents. Voilà. Alors, on en vient à la dernière page, la déclaration de votre situation professionnelle et celle de votre conjoint. Donc en fait, vous n'avez qu'à suivre ici la situation qui vous concerne, vous la cochez et vous mettez depuis quand si par exemple vous êtes salarié, vous cochez ici, d'accord? Et vous mettez depuis quand vous êtes salarié, d'accord? Si vous êtes, là c'est stagiaire, vous êtes travailleur indépendant, vous mettez ici, non salarié agricole, auto-entrepreneur, vous le mettez ici. Alors attention de ne pas vous tromper parce qu'il y a auto-entrepreneur et travailleur indépendant. Donc travailleur indépendant c'est un autre statut. Si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, si vous travaillez à votre compte mais que votre statut n'est pas auto-entrepreneur, vous mettez travailleur indépendant. Si vous êtes conjoint collaborateur, donc c'est votre époux ou épouse qui est travailleur indépendant et vous êtes son conjoint collaborateur, vous cochez ici, d'accord? Après vous mettez dans quel est l'employeur ici. Si vous êtes chômeur, vous mettez depuis quand vous êtes indemnisé, ou pas, hein, indemnisé ou pas. Si vous êtes inscrit au Pôle emploi mais que vous ne percevez rien de Pôle emploi, vous le mettez quand même, depuis quand. Si vous êtes retraité, pareil, depuis quand. En maladie, depuis quand. Si vous êtes en congé maternité, congé parental, en détention, longue maladie, bref, vous mettez ici depuis quand et vous précisez la situation parce que cette case-là, elle concerne beaucoup de choix. Congé maternité, congé parental, hospitalisation, d'accord? Donc vous cochez, mais vous précisez quelle est votre situation à vous. Ensuite, si vous êtes étudiant, vous cochez cette case-là et vous mettez depuis quand. Et si vous ne travaillez pas, pareil, vous cochez cette case-là et vous mettez depuis quand. Si vous n'avez jamais travaillé et que c'est depuis toujours, je me suis rendu compte que je filmais pas bien. Donc si vous êtes sans activité professionnelle depuis toujours, vous n'avez jamais travaillé, vous cochez cette case-là. Et là, c'est la même chose pour votre conjoint. D'accord? Exactement la même chose. Voilà. Donc cette partie-là, c'est pour vous, la personne qui demande l'aide au logement. Et cette partie-là, c'est pour son conjoint. Ensuite, vous datez, vous signez, surtout la signature, la date, faites-le, toujours la ville. D'accord? Et là, cette partie-là, c'est uniquement pour les personnes qui sont sous protection ou la protection et c'est le tuteur qui doit signer à leur place. D'accord? Voilà, donc la demande d'aide au logement, elle est terminée. On va maintenant passer à la déclaration de ressources qui est très importante. Alors, pourquoi très importante? Parce que c'est grâce à la déclaration de revenus, de ressources, que l'aide au logement va être calculée. Donc, je vous ai pris pour ça. Alors, pour remplir ce document-là, vous êtes obligé de prendre votre avis d'imposition. D'accord? Alors, on est en 2018. Donc, il faut prendre le dernier, c'est-à-dire le revenu 2017 sur... Non, l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016. D'accord? Et voilà, c'est grâce à ce document-là que vous allez remplir votre demande d'aide au logement. Donc, c'est plutôt ce verso. Hein. Donc, je vous montre. Donc, au début, on reprend toujours le numéro d'allocataire, si vous le connaissez, votre numéro de sécurité sociale, votre nom, votre prénom et votre adresse. L'adresse pour laquelle vous demandez l'aide au logement, hein, toujours. Ensuite, ici, vous remettez, je sais que c'est un peu rébarbatif, mais bon, il faut le faire, donc on le fait. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, encore une fois.
Alors, si vous n'avez eu, alors c'est 2016, donc si vous n'avez pas eu du tout de ressources, si vous avez été au RSA, ou alors vous avez des ressources qui ne se déclarent pas, comme le RSA, comme l'allocation personnalisée ou l'ASPA, enfin l'ancien minimum vieillesse, tout ça, tout ça, ce sont des revenus qui ne se déclarent pas. Donc, si vous êtes dans une des situations-là, bah, vous mettez aucune ressource. D'ailleurs, sur votre avis d'imposition, vous aurez 0, d'accord? Donc là, vous mettez absence de ressources, vous datez, vous signez, c'est fini. Par contre, si vous avez des ressources, donc si vous avez du salaire, ben, vous mettez votre salaire ici. Alors, quand on dit salaire, c'est pas le revenu imposable, hein. C'est pas ça qu'il faut remplir. Il faut remplir la première ligne, pension, retraite, rente. C'est vraiment cette première ligne-là qui se déclare. Bon, là, la personne est retraitée, donc c'est pour ça qu'il y a marqué pension, retraite, rente, mais si vous êtes salarié, il y aura marqué salaire, d'accord? C'est vraiment la première ligne, le total de vos revenus. Donc, vous reportez là. Donc, si c'est du salaire, vous mettez ici. Là, les frais réels déductibles, c'est ce que vous trouverez ici. L'abattement, en fait, des 10%. D'accord? Donc, vous le reportez ici. Je vais le faire en même temps que vous. Indemnité journalière, donc si vous en avez eu, vous le mettez là. Là, c'est le chômage. Ça, c'est le revenu, les revenus indépendants, travailleurs indépendants. Si vous avez un déficit au cours de l'année, il faudra le reporter aussi. Si vous avez une retraite, ça sera ici. Une pension alimentaire que vous aurez reçue, vous la mettez ici. Autre revenu, donc si vous êtes revenu foncier, revenu d'épargne, donc ça c'est si vous êtes propriétaire d'un second logement qui vous rapporte des locations, enfin des revenus, vous le mettez ici. Et ça, ce sont les charges déductibles. Mais tout ça, vous l'avez sur les impôts. Donc c'est pour ça que vous en avez vraiment besoin. Donc après, vous ferez la même chose pour votre conjoint, ici. Et là, ce sont pour les personnes qui sont fiscalement à votre charge. Quand on dit fiscalement à votre charge, c'est que ici, vous n'avez pas une part, c'est pour une personne seule, mais quand elle est à votre charge, vous avez plus de parts, d'accord? Et vous trouverez leur revenu ici. Donc en général, là, vous avez déclarant 1, c'est vous, déclarant 2, c'est votre conjoint, et si vous avez déclarant 3, ben, c'est votre enfant, enfin la personne qui vit avec vous, qui est à votre charge, votre parent, voilà, fiscalement à votre charge. Si elle a ses revenus seule, voilà, vous la mettez pas, d'accord? Voilà, donc, ah oui, à savoir, si vous avez un enfant qui vit chez vous depuis plus de 6 mois et qui, au moment de la demande, vit toujours chez vous, vous devez aussi mettre ses ressources, même si elle a ses propres impôts, elle doit figurer avec vous. Donc, je répète, si la personne a vécu avec vous depuis plus de 6 mois dans l'année et qu'au jour de la demande, elle vit toujours avec vous. Si elle est partie, c'est pas la peine. Mais si elle a vécu 6 mois et qu'au jour de la demande, et plus, et que le jour de la demande, elle vit toujours avec vous, vous mettez ses revenus. D'accord? Voilà. Donc, je vais essayer de remplir par rapport à l'avis d'impôt que j'ai ici. Donc là, je vois que c'est les retraites 5543. Donc, je reporte dans retraite 5543. Voilà. Et ensuite, donc, vous mettez la date, vous signez, et voilà, c'est terminé. Et vous fournissez bien sûr les documents. Donc là, j'en viens à la liste des documents à fournir. Alors, voici la liste des pièces à joindre à votre demande d'aide au logement. Alors, vous la voyez bien longue, mais finalement, il n'y a pas tant de documents que ça parce que toutes les pièces ne vous concernent pas forcément. Donc, dans tous les cas, ça c'est pour tout le monde. Un RIB, si vous voulez être payé, un RIB. Ok? Alors, le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. C'est pas votre relevé de compte, c'est là en fait où vous avez les numéros sur votre chéquier, vous en avez un. Je précise parce que des fois, effectivement, on envoie des relevés de compte bancaires. Non, c'est vraiment là où il y a les numéros de votre compte qui permettent de vous payer. Donc, un RIB. Le formulaire de déclaration de ressources, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Ensuite, si vous attendez un enfant, si vous êtes enceinte, vous mettez la déclaration de grossesse. Si vous n'êtes pas enceinte, vous mettez rien. Si vous, votre conjoint, concubin, êtes au chômage partiel, vous mettez l'attestation employeur, d'accord, ou les fiches de paye des mois concernés, d'accord. Si votre concubin, parce que en fait la liste des pièces, ça vous concerne vous et votre concubin ou conjoint qui vivent avec vous, d'accord, vous mettez la notification de Pôle emploi si vous avez le droit au chômage, ou le refus si vous avez fait une demande de chômage auprès de Pôle emploi et qu'on vous a refusé la demande. Ensuite, la photocopie des notifications d'attribution des pensions d'invalidité ou de retraite, si l'un ou l'autre vous êtes retraité, donc toutes les retraites, réversion, tout, retraite personnelle, ASPA, complémentaire, tout, vous mettez la notification. Ensuite, votre carte d'identité ou un passeport, ce que vous avez. Si vous êtes étranger, vous mettez votre titre de séjour, d'accord. Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, vous mettez aussi leur titre de séjour qui est en cours de validité. Si vous êtes demandeur d'asile, pareil, vous mettez votre titre de séjour aussi.
Donc voilà, on vient de terminer la demande d'aide au logement. Donc j'espère avoir été claire. J'ai vraiment essayé de décortiquer avec vous partie par partie. Mais si jamais il y a des points qui sont restés un petit peu... pour lesquels vous n'avez pas la réponse, vous me laissez un commentaire et je vous répondrai sans faute. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre notre groupe Facebook, donc Entraide Administrative 06, pour tout, voilà, vos questions sur l'administration. Ensuite, si vous avez des idées aussi pour m'aider à faire un peu des vidéos, parce que pour l'instant je les fais un petit peu au hasard, mais si vous avez des idées, je les ferai avec plaisir, pas de souci. Vous me laissez un commentaire. Et voilà, vous abonnez, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.